Cette femme porte de lourds secrets. Après 25 ans de silence, Nicole Rossi accepte de tout nous raconter et même de revenir ici, à Mougins, sur la Côte d'Azur, là où toute cette histoire a commencé, dans cette église. C'était au cœur de l'été 2004. Nicole a alors une confession à faire. Dans ce lieu discret, c'est à la police qu'elle a donné rendez-vous. Lorsque 2 enquêteurs de la brigade criminelle de Nice se présentent devant elle, ce que va révéler Nicole est tout simplement incroyable. C'est vrai que j'ai eu une bonne idée de venir dans une église parce que je me suis sentie en sécurité. Avec ce que j'avais vécu, c'était l'enfer. Et puis, je suis désolé, mais ça a mis du temps pour l'enquête, parce que comme j'avais raconté des choses qui n'avaient ni queue ni tête pour quelqu'un de normal, quoi. Mais j'ai bien fait de venir. Ce jour-là, si Nicole a secrètement donné rendez-vous aux policiers, c'est pour dénoncer les crimes qu'aurait commis son propre compagnon, l'homme avec lequel elle vit depuis plus de 20 ans, le dénommé Michel Lambin, profession berger. J'ai dit que Lambin, c'est un monstre. Il a tué et enterré un garçon sur Cossol le mois dernier et il va me tuer. Et ces révélations ne s'arrêtent pas là. Son compagnon, dit-elle, n'a pas tué qu'une seule fois. Il serait même, selon elle, un effroyable tueur en série. Les détails qu'elle livre devant les policiers incrédules paraissent insensés. Je ne savais pas par où commencer. Pour quelqu'un de normal, ça avait l'air complètement dingue. J'ai commencé à parler de la cocotte, de la tête dans la cocotte minute, et j'ai parlé du dépeçage, du découpage. Cette femme est-elle folle alliée, comme l'a d'abord pensé l'un des policiers présents dans l'église, ou au contraire, vient-elle de dévoiler l'existence d'un tueur en série? Les révélations que nous allons faire ici dressent le portrait d'un criminel hors norme, dont le nom était encore inconnu du grand public. En retraçant le parcours de cet homme, nous allons rouvrir une dizaine de vieux dossiers judiciaires oubliés, 10 cold cases sur lesquels plane peut-être l'ombre d'un seul et même tueur. Un tueur au sang-froid, impitoyable, qui a échappé à la justice pendant de longues années. Non loin de la Côte d'Azur, dans ces collines au-dessus de Grasse, la bergerie du Bayou à Cossol est un endroit isolé. Ici, Michel Lambin élève des chèvres et produit des fromages. En apparence, la vie de ce berger et de sa compagne Nicole Rossi est tranquille. Après l'étrange confession dans l'église, les policiers qui n'y croient guère finissent par débarquer à la bergerie, à la recherche de ce soi-disant cadavre enterré dont Nicole a parlé. Voici les photos prises par les enquêteurs lors de leur perquisition. Un chemin défoncé, des épaves de voitures, un immense bric-à-brac, avec au milieu la bergerie, vaste bâtiment inachevé abritant une centaine de chèvres. Le couple, lui, habite dans ces maisonnettes rudimentaires. Les enquêteurs sont intrigués. Que vont-ils découvrir ici? Allez, venez. Aujourd'hui, Nicole Rossi accepte de refaire ce chemin en nous ouvrant les portes de cette immense propriété où, depuis ses révélations, elle vit désormais seule. On y va. Elle nous conduit vers un terrain, à l'écart, qu'elle appelle le Labour, là où en septembre 2005, elle a conduit les policiers. Ici, on est à l'endroit où a été enterré le corps. Il a fait un trou
Voilà le monticule de terre qui a été enlevé. Je leur ai dit, c'est là. Ils ont commencé à creuser, ils ne le trouvaient pas. Mais très vite, des restes humains sont exhumés ici. Nicole Rossi avait donc dit vrai. Son compagnon est interpellé. Pour elle, c'est la délivrance. Et ça faisait 25 ans que j'attendais qu'il se fasse arrêter. Il avait vraiment la baraka. Je me suis dit, il va finir par se faire arrêter à force de tuer les gens comme ça. Parce qu'il tuait les gens comme vous brossez les dents. Et bien jamais il s'est fait arrêter. Il s'est fait soupçonner, mais jamais arrêté. Là, je me suis dit, j'ai une preuve, enfin une preuve. Après cette première découverte, capitale, les policiers fouillent le domicile du berger à la recherche d'autres indices. Ils mettent la main sur une impressionnante collection de couteaux de cuisine et surtout toutes sortes d'armes à feu. Fusils mitrailleurs, fusils à lunettes, fusils à pompe, armes de poing. Mais qui est vraiment Michel Lambin, le soi-disant tranquille berger de la ferme du Bayou à Cossol? Dans cette vidéo familiale datant des années 90, l'homme qui tient la caméra, c'est lui, Michel Lambin. Le terrain, il va jusqu'à la carrière qu'on voit là-bas. Il fait aussi les commentaires, sorte de tour du propriétaire de sa bergerie. Voilà. Le terrain, il va jusqu'à là. Dont il est très fier. Là, on voit bien, on distingue bien la route. Voilà, mon voisin Mimile. Voilà, une voiture qui passe sur la route. Fuyant l'agitation de la région parisienne, Michel Lambin s'est installé ici avec Nicole pour vivre en harmonie avec la nature. Elles sont belles ces petites fleurs. Et ceux-là, elles sont bien ouvertes. Voilà, elles sont très belles. Ce jour-là, dans ce message vidéo adressé à ses parents, Lambin, qui a alors la quarantaine, montre un visage on ne peut plus sympathique. Alors un petit clin d'œil à vous tous. Je vous embrasse tous. Et j'espère que tout le monde va bien. Vous voyez où que je suis? C'est un peu le paradis auprès de la région parisienne. Alors ici, j'ai pas le temps de m'emmerder. Alors gros bisous à toi papa, maman, et puis t'embrasses tout le monde. Allez, gros bisous à tout le monde, et ciao. Après la découverte du cadavre dans ces collines de Cossol, les enquêteurs prennent désormais au sérieux les autres révélations de l'ex-compagne du berger qui expliquent que Lambin aurait tué au moins 10 personnes. Et ce, pour toutes sortes de raisons. Par cupidité, par jalousie, par orgueil, parfois pour le simple plaisir de tuer. On retrouve alors de vieux dossiers judiciaires, remontant pour certains aux années 80. Parmi les policiers et gendarmes saisis de cette enquête sur ces cold cases, il y a l'adjudant-chef Pascal Coupriot, officier de police judiciaire. L'affaire Lambin, il n'est pas prêt de l'oublier. Déjà, les cold cases, c'est quelque chose d'hors norme. Dans une vie d'enquêteur comme la mienne, c'est pas tous les jours qu'on a affaire à des dossiers anciens. Ensuite, sur des séries comme celle-ci, c'est encore plus hors norme. Donc là, des cold cases en série, c'était vraiment quelque chose d'emblématique pour moi. On sait qu'on a affaire à un sacré tueur. Ce parcours criminel aurait commencé, selon son ancienne compagne, dès les années 80 sur la Côte d'Azur. Nous allons révéler ici un meurtre vieux de 35 ans. Pour cela, il nous faut ouvrir un premier cold case. C'est ici, à Mougins, que vit alors une jeune femme de 28 ans, plutôt délurée, Nicole Rossi. Dans un bar, elle rencontre un jeune Parisien de passage. Michel Lambin a alors 33 ans. Ils sortent ensemble. Il était charmeur, il était enjôleur, il était serviable, il était... Bon, c'était pas mon copain assidu. À cette époque-là, j'en avais plusieurs que je voyais quand je voulais. J'étais une femme libre, j'avais pas d'enfant. Une gueule d'ange qui plaît aux femmes, mais le beau gosse n'a pas pour autant l'allure d'un playboy. Ben, la dégaine, pantalon de velours, pull
pull où on aurait pu lire le journal à travers tellement qu'il était limé. Pour les gens de la côte, il faisait minable, quoi. Moi, je m'en foutais. Pour moi, c'était pas un critère. Je cherchais pas un mec à pognon. Moi, je cherchais à m'amuser. Sur la Côte d'Azur, Nicole aime faire la fête. Apparemment, elle aime aussi les mauvais garçons. Ici, dans son appartement du Canet, elle reçoit beaucoup, parmi ses amis, Michel Tasselli, un fils de bonne famille, accro à l'héroïne. En janvier 83, ce Tasselli croise par hasard Lambin chez Nicole. Sont-ils rivaux? La poignée de main est glaciale. Il regarde Lambin et puis il me dit, c'est qui ça? Qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est un zonard, ce mec. Laisse tomber, lâche-moi ça, qu'il m'a dit. Tasselli est habillé un peu comme une revue de mode. À côté de Lambin, c'est vrai qu'il faisait tache. Bon. Puis ils s'en est resté là. Ils se sont dit bonjour, et puis Tasselli est reparti, et point barre. Mais je pense que ça n'a pas plu à Lambin, parce qu'il l'a rabaissé. Il l'a traité de zonard. Quelques jours plus tard, Michel Tasselli, qui fête son anniversaire chez Nicole, la quitte à 23h. Il regagne son véhicule garé dans une rue voisine et flâne quelques instants avant de démarrer. À ce moment-là, un homme s'approche. Michel Tasselli, l'ami de Nicole, sera retrouvé mort, 2 balles dans le corps. Une heure plus tard, un homme frappe à la porte de Nicole. C'est Michel Lambin. Ce qu'il lui aurait alors raconté, Nicole Rossi va le garder secret pendant 30 ans. Aujourd'hui, elle a décidé de ne plus se taire. J'ouvre la porte et puis je lui dis, qu'est-ce que tu fais là? Et il me répond, j'ai tué Tasselli. Pour moi, c'était un ange, ce mec. Je me dis, il a bu. Je dis, il est pas net. Et il est reparti. J'ai refermé la porte. J'étais me recoucher. Et après, en réfléchissant, je me suis dit, il l'a tué simplement parce qu'il l'a traité de zonard. Les enquêteurs ressortent les procès-verbaux de l'époque pour les confronter à ces révélations détaillées de Nicole Rossi. Des recoupements qui permettent de découvrir que Tasselli, la victime, avait fait des confidences troublantes à ses amis. Tasselli avait dit avoir une altercation avec Michel Lambin, le nouvel amant de Nicole Rossi, qu'ils s'étaient mutuellement menacés et que dès lors Tasselli avait porté un pistolet. Bizarrement, Lambin n'a jamais été inquiété dans cette affaire. Mais il est vrai qu'à l'époque, Nicole avait brouillé les pistes en gardant le silence sur les aveux ce soir-là de son amant. Aujourd'hui, après la réouverture de ce vieux dossier judiciaire, Michel Tasselli pourrait apparaître comme la première victime présumée de Michel Lambin, un cold case pour lequel il ne peut plus être poursuivi, car les faits sont prescrits. À Nice, un homme connaît bien la vie de Michel Lambin. Un ancien flic. Aujourd'hui retraité de la PJ, Roger Naon a longtemps enquêté sur les gros voyous de la Côte d'Azur. Il est toujours un passionné d'affaires criminelles et continue de travailler pour les tribunaux comme enquêteur de personnalité. Alors une enquête de personnalité, elle est toujours demandée à la demande d'un magistrat instructeur qui me demande de faire une enquête sur la personnalité de l'individu qui est mis en examen. D'où le terme d'enquête qui m'oblige à aller évidemment faire des recherches tant dans les archives de police que dans les témoignages des uns et des autres qui permettent des fois de remonter assez loin. Et l'ancien flic Roger Naon remonte jusqu'à l'enfance. Michel Lambin, né en 1950 dans la banlieue sud de Paris, est l'aîné d'une famille ouvrière de 8 enfants. Dès le plus jeune âge, sa scolarité est difficile. Hostile à l'autorité, il supporte mal la frustration. Roger Naon a retrouvé les commentaires des anciens instituteurs de Lambin. A volé de l'argent, trop dissipé et aucune crainte de ses parents.
Caractère très difficile, instable, enfant très mal tenu. Conduite déplorable. Insolent avec tous les maîtres, entraîne ses camarades au vice. C'est pas son truc, la scolarité. Et sur le plan de la discipline, insolence, absentéisme. Je me rappelle même les réflexions d'un instituteur qui avait dit qu'il utilisait son intelligence dans la malice. On a bien demandé à la maman, qui pour elle c'était son fils préféré, elle était vraiment laxiste à son égard, elle lui passait tout. Dès l'adolescence, Michel Lambin finit souvent au poste pour toutes sortes de vols, notamment des voitures. C'est aussi un bagarreur. Dès ses 17 ans, il s'entraîne au tir, se passionne pour les armes à feu et fait des allers-retours à la prison de Fresnes pour port d'armes prohibées ou coups et blessures. Professionnellement, Lambin ne trouvera jamais sa voie. Il tente bien de devenir charcutier ou électricien, sans succès. À chaque fois, il s'est passé quelque chose, quoi. Alors chez un employeur, c'est parce qu'il avait frappé un collègue. Et le patron dit, c'est pas la première fois qu'il frappe le collègue, qu'il frappe déjà, qu'il est violent, donc il a été licencié. Une seconde fois, on l'a soupçonné d'avoir volé dans un chantier. Et le patron à l'époque disait quand même, il sort de prison, je l'ai pris dans le cadre de l'insertion, et il me joue ce mauvais tour, c'est pas correct. C'est une forte tête. Mais Michel Lambin montre aussi, dès cette époque, un autre visage. Marié dès l'âge de 18 ans, il est le père affectueux de 3 petites filles. Sa famille est installée ici, dans ce pavillon à Palaiseau. Une double vie donc, car le jeune père de famille sait aussi dégainer son pistolet pour monter au braquage. 3 mars 77, Paris 18e, attaque à main armée contre son ancienne entreprise. Butin, 250 000 francs. Lambin s'enfuit dans sa propre voiture. Les hommes de l'anti-gang n'auront pas de mal à le retrouver. Résultat, première grosse condamnation, 7 ans d'emprisonnement pour braquage. Dans sa cellule à Fresnes, Michel Lambin est persuadé d'avoir été balancé par un membre de son entourage. Il aurait alors juré de se venger. Pour ouvrir le dossier de ce deuxième cold case, cet autre meurtre oublié depuis 25 ans, nous avons retrouvé dans le sud de la France la fille de la victime. Valérie se souvient avec émotion de son père disparu. Un bon vivant, tous les gens de la famille à ma maman disaient que c'était un homme rigolo. Il aimait faire la fête et il était avec nous, ses filles, un papa gâteau, quoi. Plein de câlins, plein de tendresse, vraiment un papa que tout le monde aimerait avoir. Kamel Gendouz, surnommé Marcel, est membre de l'ancienne belle famille de Lambin. Le 17 juillet 1983, les deux hommes se retrouvent en compagnie de Nicole Rossi lors d'un déjeuner de famille à Bobigny. Lambin sort alors tout juste de prison. Valérie, la fille de Marcel, se souvient que les deux hommes, après avoir longuement discuté, s'étaient brusquement éclipsés en compagnie de Nicole. Ils sont partis ensemble et quand il est revenu avec cette dame Nicole, on lui a demandé où était mon père. Il a dit je l'ai laissé au bout de la rue parce qu'il a rencontré un copain. Donc soi-disant il l'a laissé en voiture au bout de la rue, quoi. Et voilà, depuis plus de nouvelles de papa. Valérie se souvient que la disparition de Marcel avait été signalée par sa compagne, elle aussi très inquiète. Elle a mis une annonce comme quoi que papa avait disparu, si quelqu'un avait vu ou l'avait rencontré ou quoi que ce soit, il aurait pu avoir un accident, se blesser, on ne sait pas. Papa, il ne serait pas parti comme ça, c'était pas possible. Je savais qu'il lui était arrivé quelque chose de très très grave. On s'est toujours posé des questions, j'ai toujours eu un doute sur cet homme, Michel Lambin, en sachant que papa était parti avec lui, en sachant comme il était. Là encore, cette disparition va rester un mystère total pendant 25 ans. Jusqu'au jour où Nicole Rossi va livrer aux policiers sa version du meurtre. Ce jour-là, elle était dans la voiture.
Pendant ce fameux déjeuner de famille à Bobigny, Lambin aurait promis à Marcel une bonne affaire. Un lot de pistolets soi-disant caché à la campagne. Direction Meaux, en Seine-et-Marne. Là, selon Nicole, Lambin se gare près d'un bâtiment désaffecté. Marcel sort de voiture. Lambin le suit, en ordonnant à Nicole de l'attendre. Nicole dit alors avoir entendu un premier coup de feu, puis un deuxième. Lambin est revenu tout seul. Il est monté en voiture et il m'a dit « Ça y est, je l'ai buté, l'enculé ». Il me dit « Tu te rends compte ?» Il m'a supplié. Alors je lui ai tiré une balle dans le genou pour pas qu'il court, pour pas qu'il s'échappe. Il m'a dit « Tu vas pas me tuer, ma femme est enceinte, je vais avoir un bébé, tu vas pas me tuer, on fait partie de la même famille, tu vas pas me tuer. » Non, 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 je vais pas te tuer, qu'il lui a dit. Voilà. Et puis alors, joisse, l'extase, il en était en extase. Moi, j'ai fermé ma gueule, j'ai rien dit. Qu'est-ce que vous voulez dire dans des cas pareils? Il fallait lui dire, oh, mais t'aurais pas dû, mais t'as pas honte, mais tu risques la prison, et si on te prend, et si... Moi, j'ai fermé ma gueule, j'ai rien dit. La suite de ce que nous raconte Nicole Rossi est sordide. Et ce serait passé ici quelques semaines plus tard, dans cet appartement du 15e arrondissement de Paris, chez un ami de Lambin. Et elle est digne d'un film d'horreur. Notre enquête nous mène à présent dans cet immeuble, où nous allons révéler l'un des épisodes les plus abjects de toute cette histoire. Lambin aurait débarqué ici avec Nicole et des copains. Le petit groupe aurait amené un sac dégageant une odeur insoutenable. On est rentré dans l'appartement, ils sont partis dans la cuisine. Lambin a dit « Tu as une cocotte minute ?» Nicole Rossi raconte qu'il y avait dans le sac une tête humaine que le petit groupe aurait récupérée sur le cadavre de Marcel. Vous dites c'est un cauchemar? Non, c'est pas un cauchemar, c'est l'horreur. C'est pas possible que ça existe, c'est pas possible que ça se soit passé. Je me suis dit, je suis dingue. Je suis dingue. Et après, pendant des années, c'est lui qui m'a dit que j'étais dingue. Donc j'ai fini par le croire. À la suite de ces incroyables révélations, une expertise psychiatrique ne va déceler chez Nicole Rossi aucune tendance à la mythomanie. Elle ne présente pas d'activité délirante ni hallucinatoire. La réouverture de l'enquête sur ce cold case terrifiant va confirmer l'épisode de la tête dans la cocotte. Un témoin capital est même retrouvé, cet homme, que le gendarme Couprio a interrogé. C'est dans son appartement parisien que l'horrible épisode de la tête humaine s'est déroulé. Il a effectivement prêté la cocotte minute. Il a effectivement aidé Michel Lambin dans le 15e. Donc c'est vraiment la réalité. Et c'est un homicide et on est sûr que Marcel a été tué par Michel Lambin. Pourquoi cet acharnement? La vengeance semble bien être le mobile. Depuis sa condamnation pour braquage, Lambin racontait que Marcel l'avait balancé à la police dans cette affaire. Il aurait donc attendu patiemment pour l'attirer dans ce guet-apens mortel. Comment Nicole Rossi a-t-elle pu rester avec cet homme après avoir assisté à de telles scènes d'horreur? Les enquêteurs lui ont bien sûr posé la question. Une fois que Lambin vous met la main dessus, il vous lâche plus. C'est ce qu'il a fait pour moi. Je n'avais aucune possibilité de partir. Quand j'ai vu ce qu'il était capable de faire, j'ai essayé de m'en éloigner, mais il m'a prévenu tout de suite. Si tu me quittes, il m'a dit, je tue ton frère, ta sœur, je leur bouffe le foie, la cervelle et le cœur. Année après année, crime après crime, le tueur présumé va passer à travers les mailles du filet de la justice. Jamais inquiété, jamais soupçonné.
d'autres cold cases vieux de 25 ans vont pourtant ressurgir, avec pour dénominateur commun un seul et même homme. Le 18 octobre 1983, un garagiste de Champigny-sur-Marne travaille dans son atelier comme tous les jours. Deux hommes à moto s'approchent de lui. Le garagiste s'appelait Christian Lepage. Signe particulier, il avait dans le passé fait un séjour à la prison de Fresnes pour braquage. 10 jours plus tard, le 28 octobre, à Crosne, dans l'Essonne. Sur un parking, un homme change une roue de son véhicule. Là encore, deux hommes à moto surgissent. La victime est le dénommé Jean-Jacques Villet. Signe particulier, lui aussi avait dans son passé fait un séjour à Fresnes pour proxénétisme et cambriolage. À la brigade criminelle de la PJ de Versailles, l'inspecteur Gérard Merville enquête sur cet homicide. Aujourd'hui à la retraite, il accepte de se replonger dans cette vieille affaire et de revenir sur les lieux du crime de Crosne dans l'Essonne. La victime a été retrouvée sensiblement entre deux voitures comme ces deux-là. Le corps a été retrouvé à l'arrière. Les circonstances ont fait penser qu'il pouvait s'agir d'un règlement de compte. Bon, il a dû vouloir se protéger en venant en arrière et son corps a été retrouvé là. La roue de la voiture avait été crevée pour attirer le dénommé Villet dans un guet-apens. Les policiers cherchent des témoins. Le serveur d'un restaurant voisin va les mettre sur la bonne piste. Un des employés se rappelle avoir vu deux types circulant sur une moto, de couleur assez vive d'ailleurs, et il n'a malheureusement noté que la plaque du département, 41. Bon, c'était quand même une indication intéressante, sachant que c'est la seule qu'on a pu récolter ce jour-là. Maigre indice, mais qui va permettre de retrouver la moto des meurtriers, abandonnée sur un parking d'une ville voisine. Pourtant, au grand dam de l'inspecteur Merville, l'enquête s'arrête là. Le juge clôture le dossier. Ces homicides sur de petits malfrats n'intéressent personne. À l'époque, aucun rapprochement n'est fait entre ces deux assassinats des tueurs à la moto. De nos jours, une simple recherche informatique permettrait des rapprochements immédiats, car leur point commun, c'est Michel Lambin. Sa route avait bel et bien croisé celle de ses deux victimes, à la prison de Fresnes, où ils étaient incarcérés ensemble. C'est étonnant qu'un rapprochement n'ait pas été fait à l'époque, c'est vrai, car le modus operandi semble identique à l'affaire Villet. La proximité dans le temps. Cela dit, ça s'est passé sur le territoire d'un autre service. Est-ce qu'à l'époque, l'information n'a pas été communiquée ? On ne sait pas. Ça aurait peut-être été intéressant de creuser de ce côté-là, ça n'a pas été fait. Nous pouvons donc révéler aujourd'hui que ces deux crimes oubliés pourraient être l'œuvre d'un seul et même tueur. En reprenant les investigations à zéro, les enquêteurs ont même retrouvé le pilote de la moto. Le voici, un voyou parisien, qui confirme aujourd'hui avoir participé, mais soutient avoir été piégé par Lambin. Ils vont aller au garage, là il va lui dire « Tiens, arrête-toi, j'ai quelque chose à faire dans ce garage » et en fait il va rafaler et tuer Christian Lepage, qui était mécanicien. Il nous dira dans son audition qu'il est pris sur le vif, il ne s'attendait pas à ça. Quelle est la raison de ces deux assassinats ? Apparemment, Lambin aurait voulu régler ses comptes avec deux anciens camarades de prison, tout simplement pour une dette de poker de 600 € non réglée.
Une somme bien dérisoire pour un double meurtre. Ainsi, la liste que les enquêteurs attribuent à Lambin après avoir ouvert ses vieux dossiers s'allonge. Récapitulons. D'abord ce premier meurtre sur la Côte d'Azur, par orgueil. Puis les 3 suivants en région parisienne, par vengeance. Et la liste est loin d'être close. L'ombre d'un seul et même tueur plane sur d'autres meurtres inexpliqués. Le prochain dossier que nous allons ouvrir est un meurtre par jalousie. Villiers-sur-Marne, 6 janvier 1984. Une voiture avec 2 hommes à bord s'approche du domicile de l'une des anciennes maîtresses de Michel Lambin, qui l'a quitté pour un représentant de commerce. Il est 19h. Le nouveau compagnon de cette femme rentre du travail. Avant de mourir, la victime, Christian Salmon, a eu le temps de souffler que Lambin est l'auteur des coups de feu. Accusé d'assassinat, Michel Lambin comparaît devant la cour d'assises de Créteil. Son nom surgit pour la première fois dans la rubrique Faits divers. Pour se défendre, il veut une star du barreau et fait appel à Maître Vergès, qui lui délègue l'un de ses jeunes collaborateurs. 30 ans plus tard, Maître Arapian n'a pas oublié ce client charismatique qu'était Michel Lambin. Lambin n'est pas un personnage qui est désagréable. Bien au contraire, quelquefois il parle trop, mais ça c'est pas méchant, mais c'est toujours un plaisir. C'est quelqu'un avec qui on discute. Devant la cour d'assises, coup de théâtre. Lambin brandit un ticket de caisse de magasin en prétendant qu'il ne pouvait donc pas être au même moment sur les lieux du crime. Cet élément joue en sa faveur. Il y avait tellement de flou dans ces faits que ça a profité à Lambin. Donc ça nous a permis justement d'instiller le doute dans l'esprit des jurés et obtenir cet acquittement. 25 juin 1986, Lambin est donc acquitté. Après 3 ans de détention provisoire, il est libre. Mais sa vie est une impasse. Sa première femme le quitte, même ses enfants lui tournent le dos. C'est vrai que c'est une vieille photo, elle est un peu déchirée. Nous avons retrouvé une des filles de Michel Lambin. À l'époque de ce premier procès aux assises, elle était encore très jeune. Elle accepte aujourd'hui de nous parler de son père. Là, j'avoue que j'en ai beaucoup voulu. Et là, pendant ces 3 ans de prison, j'ai pas été le voir du tout. Je l'ai renié en fait. Je disais, c'est puis mon père, je lui en voulais de refaire encore le coup de l'abandon comme ça, la prison. Même au collège, je disais, on me demandait tes parents, mon père il est mort. J'en ai beaucoup voulu. Lambin n'a plus rien à faire en région parisienne. Il veut se faire oublier. Direction la Côte d'Azur. Il va frapper à la porte de celle qui dit avoir été témoin de plusieurs de ses premiers meurtres. Nicole. Désormais, ils vont vivre ensemble. À Mougins, Nicole travaille alors dans une maison de retraite. Lambin lui donne un coup de main et devient même un employé modèle. Il s'occupait des petits mémés et des petits pépés. Et il leur donnait à boire, les petits gâteaux, il les promenait dans le jardin. Il le trouve gentil, il le trouve serviable, il le trouve un ange. Et tout le monde était en adoration devant lui. Et moi, j'en étais malade. J'en étais verte, malade, de savoir qui il était. Et que personne n'était au courant, parce que je ne pouvais en parler à personne. Et puis, un beau jour, Lambin, l'ancien banlieusard, décide de jouer les gentleman farmers en achetant avec Nicole un vaste terrain sur ses collines. Voici la suite de sa vidéo personnelle où il commente lui-même cette nouvelle vie au calme, où les armes, tout de même, restent à portée de main. On ne va pas de gibier pour une bonne raison, c'est qu'en début d'après-midi, j'ai tiré 3 coups de feu. Par contre, ici, il n'y a pas longtemps, j'ai tiré 3 cerfs. Donc il y en a, des fois, il y a des troupeaux entiers. Voilà, c'est la caravane que j'avais mis pour faire un abri. Alors on la voit, dans le piteux état, parce que les chasseurs, ils ont fait un poste de chasse dedans.
Maintenant, ils ne reviennent plus parce que je les ai virés. Alors, tout ça, c'est le terrain. Hein. Voilà. Élever des chèvres, apprendre à faire des fromages, ce sera la nouvelle vie de Michel Lambin. Allez, gros bisous à tout le monde et ciao. Je voyais quelqu'un qui refaisait sa vie. On aurait dit quelqu'un qui voulait être en rupture avec un passé et en sorte de retour à la terre, qui était assez louable. Et il me parlait de ses bêtes, il me parlait, mais de façon, je dirais, tout à fait normale. Accompagné par Nicole, Michel Lambin voit grand. Il fait construire cet immense bâtiment qui va abriter jusqu'à 120 chèvres. Il a commencé à faire des petits fromages frais, après il a fait des petits fromages un peu plus durs, et après il a fait les tomes. Il a appris, je ne sais pas qui lui a montré à faire les tomes, il a fait les tomes. Le berger vend ses fromages aux restaurateurs du coin. Il semble bien en avoir fini avec son passé de voyou. On le voit même apparaître furtivement dans ce reportage régional consacré à la chasse. Car s'il manie encore les armes, c'est pour chasser. Tuer du gibier, le dépecer pour le vendre, semble sa seule activité violente. Ses enfants se réconcilient avec lui. Sa fille croit à la rédemption de ce père qui ne ménage pas sa peine auprès de ses chèvres. Il s'occupait des bêtes toute la journée. D'ailleurs, c'était un sacré boulot parce qu'il fallait faire la traite le matin, la traite le soir, puis faire les fromages aussi. C'est vrai qu'il était dans son élément, donc lui et la nature, les animaux. Dans sa bergerie, Michel Lambin joue même les grands-pères modèles. Pendant plus de 10 ans, le berger de Cossol va mener une vie qui semble bien paisible. Pourtant, selon Nicole Rossi, il n'aurait jamais cessé de commettre ces crimes. De nouveaux meurtres, abominables, commis pour la plupart ici, dans sa bergerie qu'il a nommée le Bayou. En réalité, ce discret domaine n'a jamais été une simple bergerie. Pendant toutes ces années, c'était aussi tout autre chose. Une planque pour malfaiteurs en cavale, idéale. Ici, Michel Lambin met des caravanes à disposition pour toutes sortes de malfrats de passage. Au printemps 2001, une voiture avec 3 hommes à bord s'approche des collines de Cossol. Ses occupants ne sont pas n'importe qui. 3 détenus de la prison de Draguignan se sont enfuis spectaculairement hier. C'est tout ce qu'il reste du dernier moyen de locomotion des 3 évadés de la prison de Draguignan. À quelques kilomètres seulement de l'endroit où la veille, 3 prisonniers avaient atterri à bord d'un hélicoptère dont le pilote, sous la contrainte, avait permis leur évasion. Parmi les 3 évadés en cavale, le Corse Jean-Philippe Leca. Le Corse Jean-Félix Leca et les autres évadés de la prison de Draguignan ne sont pas allés bien loin. Leur planque, c'est ici, au Bayou, dans les caravanes de Michel Lambin. Lambin me dit, ce sont des mecs qui sont sortis de prison et ils ne peuvent pas se réintégrer tout de suite à la vie normale. Et ils ont besoin de souffler avant de repartir en ville. Donc ils vont rester là un petit peu et puis ils vont travailler avec les bêtes, ils vont nettoyer la bergerie, vider le fumier, machin et trucs. Donc ils vont rester 1 mois ou 2 là pour se réhabituer avant de redescendre en ville. Mais cette solidarité entre anciens taulards va tourner court. L'évadé corse Jean-Félix Leca, plus personne ne le reverra. Il disparaît à tout jamais. Nicole Rossi a gardé ce secret comme les autres pendant de longues années. Aujourd'hui, elle nous révèle ce qui se serait passé ici en 2001, dans l'une de ses caravanes. C'est une caravane dans ce genre-là, mais un peu plus grande, où a été tué le Corse. J'ai été réveillée par plusieurs coups de feu. Le premier coup de feu a été donné quand il était dans le lit, à travers la caravane. Après, Lambin a continué à tirer pour l'abattre, quoi. Ces nouvelles révélations vont être prises au sérieux. Et voici pourquoi.
La caravane est passée au peigne fin par la police scientifique. À l'intérieur, 3 impacts de balles de gros calibre, tirés, selon l'expertise balistique, sur une personne allongée. Qu'est devenu le cadavre du Corse Leka, c'est encore une fois cette femme repentie qui va mettre les enquêteurs sur la voie. Ici, il y avait des arbres. Il a coupé les arbres pour pouvoir le brûler à cet endroit. Il m'a dit, je suis en train de brûler le corps comme font les hindous. Je le purifie. Lorsque le terrain est fouillé, voici ce que les policiers découvrent. Des fragments d'os humains. Des os découpés à la scie, puis carbonisés. Est-ce bien le corps de Jean-Félix Leka? Après 10 ans de mystère, l'enquête est rouverte. Évidemment, de lourds soupçons pèsent sur Lambin, qui nie catégoriquement. Pour ce nouveau cold case, il prend une nouvelle avocate que nous allons rencontrer. La défense de Lambin s'appuie encore une fois sur le manque de preuves, car l'ADN des vieux ossements retrouvés chez lui est trop dégradé pour être exploitable. On peut partir du principe que c'est des ossements humains, mais les prélèvements d'ADN ont été effectués, il n'y a pas d'ADN. Donc c'est qui? C'est le cas, ça peut être n'importe quoi d'abord, et ça peut être n'importe qui. Il n'y a pas de témoin direct d'un assassinat ou d'un meurtre. On n'a pas de corps. Et les traces de tir dans la caravane, qu'est-ce que vous diriez là-dessus? Alors, Michel Lambin a indiqué qu'il y avait eu des chasseurs qui avaient tiré dans cette caravane, et ça pourrait être tout à fait possible. Insuffisant pour faire plonger Lambin. Seulement, cette disparition mystérieuse n'est pas la seule. À la même époque, un autre petit malfrat en cavale, hébergé lui aussi par Lambin, va disparaître à tout jamais. Pour ouvrir ce nouveau dossier, nous avons rendez-vous loin des collines de Cossol avec cette femme. C'est la mère de la 8e victime présumée du berger. Au printemps 2001, peu de temps après avoir rencontré Michel Lambin, son fils Farid, lui non plus, n'a plus jamais donné signe de vie. Il était jeune, il avait 23 ans. Je te promets, mon fils, que je me battrai jusqu'à ma mort pour que justice soit rendue pour ce qu'on t'a fait. La mort de son fils, que nous allons révéler maintenant, est barbare. Probablement l'une des pires atrocités présumées commises à la bergerie. Longtemps, elle a cherché en vain comment son fils a disparu. Au moment de sa disparition, Farid Eragdi est un jeune délinquant qui veut à la fois échapper aux policiers et blanchir de l'argent sale. Il s'adresse à Lambin, qui lui offre une planque et lui promet de l'aider à placer son magot. Il allait l'aider à acheter une affaire comme genre restaurant, snack. Farid, il était totalement en confiance. Et il avait même cru trouver le père qu'il a toujours cherché. Michel Lambin, c'est quelqu'un qui est doué d'un pouvoir de manipulation phénoménal. Que s'est-il réellement passé dans ces collines de Cossol? Après 10 années de mystère, Nicole Rossi a raconté aux policiers une fois de plus ce qu'elle cachait. C'est ici, dans cet autre recoin de la bergerie, que Lambin aurait abattu le jeune Farid Eragdi. Quand je suis arrivée au niveau de ce portail-là, j'ai vu à 1,50 m, 2 mètres, 2 seaux. Il y avait, dans un des seaux, il y avait une veste genre doudoune à plumes. Dans de l'eau était rouge sang. Et dans l'autre, il y avait la paire de baskets, un pantalon, c'était les vêtements de quelqu'un. Ce 8e cold case est d'un degré supplémentaire dans l'horreur. Farid, il a
Il l'a accroché avec un crochet de boucher pour le dépecer. Un meurtre de plus donc, selon les accusations de Nicole Rossi. Elle explique avoir attendu aussi longtemps avant de dénoncer ses crimes, par peur, par soumission. Mais pour la défense de Michel Lambin, rien n'est crédible, ni les accusations, ni cette justification. Non mais Nicole Rossi n'est absolument pas une femme soumise. D'accord ? Donc ça, il faut enlever ça des esprits. C'est une femme réfléchie, posée. On n'a pas enquêté sur Nicole Rossi et c'est bien bizarre. D'ailleurs, moi, je me suis posé la question, pourquoi elle ne se retrouve pas mise en cause dans ces dossiers ? Elle devrait comparaître devant la cour d'assises. Parce qu'elle est au courant de tout, ça s'appelle la non-dénonciation de crime, et elle n'a jamais été mise en cause dans les dossiers, quel qu'il soit. Et pourquoi, à votre avis ? Parce que c'est une balance. Pendant toutes ces années, dans sa ferme du Bayou, le berger n'aurait donc commis aucun crime. Pourtant, une nouvelle disparition mystérieuse va le faire tomber définitivement. Nice, mai 2009. Ce procès sous haute surveillance qui s'ouvre devant la cour d'assises, c'est celui de Michel Lambin. Le voici, dans le box, accusé d'assassinat. Il a maintenant 59 ans, calme, posé, prêt à se défendre. Mais cette fois, il va être condamné à 20 ans de réclusion, car cette fois, les preuves sont accablantes. Des restes humains identifiables ont été déterrés à la bergerie. La justice confirme donc les dénonciations de l'ancienne compagne du berger, dans l'un des dossiers au moins. C'est la première fois que j'ai une preuve. Parce qu'auparavant, c'est où il laissait les gens qui tuaient, dans leur voiture ou ailleurs, mais je ne savais pas ni les noms, ni les endroits, ni rien. Là, je me suis dit, j'ai une preuve, enfin une preuve. Ce 9e dossier d'homicide, c'est une histoire de grand banditisme et de rivalité entre truands. Sur la Côte d'Azur, Lambin a quelques amis dans le milieu qui lui confient une mission. Faire évader un truand de la prison des Baumettes, opération commando pour laquelle il perçoit 28 000 € à partager avec un partenaire qu'on lui présente, un jeune braqueur intrépide du nom de Jean-Yves Guéret. Mais Lambin veut l'argent pour lui seul. Le soir venu, ce partenaire est convoqué à la bergerie et lorsqu'il se présente devant la grille, Lambin l'attend pour l'éliminer. Nous avons retrouvé le frère de cet homme abattu ce soir-là par Lambin à la bergerie. Il accepte de nous raconter ce qu'il sait de ce guet-apens fatal. Il doit faire nuit, sortie de voiture, donc on ne voit pas ce qui est autour. Il sort, il s'approche de la maison, il se fait descendre comme un animal. Michel Lambin se débarrasse du corps en creusant le sol de sa bergerie. Il l'a enterré à quelques centimètres de profondeur, 50 cm si mes souvenirs sont bons. Donc 50 cm, ce qui laisse les animaux, le soin des animaux de manger un peu, voilà. C'est donc pour ce 9e cold case qu'en 2009, Michel Lambin est condamné à 20 ans de réclusion, ramené à 18 ans en appel. Fin de son parcours criminel présumé. Il nous reste à révéler une autre affaire, la plus injuste, le 10e cold case. Ici, à Antibes, le 6 décembre 2002, c'est un innocent, Robert, qui va mourir sur le parking d'une école maternelle. Robert Ludy est le gardien de l'école. Comme tous les soirs, il prend le volant de sa 205 Blanche pour rentrer chez lui. Et pour une raison absurde, il va tomber sous les balles d'un mystérieux assassin.
Le lendemain matin, sans nouvelles de son frère, la sœur de Robert Ludy se rend sur place. C'est elle qui va découvrir le corps sans vie du gardien d'école. Je le retrouve allongé dans la voiture. Sa tête était sur le siège côté passager, dans une mare de sang. Je me suis assise par terre à côté de lui, je tenais sa main. Il a été assassiné, les 2 balles dans la tête, le visage. Pourquoi cet innocent gardien d'école a-t-il été assassiné? Le mystère est total. Pompier volontaire, entraîneur du club de foot, Robert Ludy était un jeune homme sans histoire et sans ennemis. Là encore, la clé du mystère se trouve ici, à la Bergerie. C'est en enquêtant sur les autres crimes présumés de Lambin que les policiers vont retrouver parmi toutes les armes découvertes à la ferme, le pistolet ayant servi à assassiner le gardien d'école. Pour la justice, Michel Lambin aurait tué, sur ordre d'un truand de Cannes bien connu dans le milieu, un certain Fornassari. Le mobile du crime serait une absurde histoire de jalousie amoureuse. Le malheureux gardien d'école aurait été exécuté pour la seule raison qu'il avait fréquenté dans le passé la petite amie de ce truand jaloux. Chez les policiers, ce type de contrat, ce genre d'assassin, porte un nom. Tueur à gages. Il n'a aucun scrupule, voilà, je veux dire, absolument aucun scrupule. On est tous élevés dans une certaine éducation. Lui, il a une éducation, il a vécu dans la violence. Et puis pour lui, tuer quelqu'un, c'est un geste comme un autre. Mais quand il a tué sans état d'âme. C'est certain aussi. Décembre 2017, palais de justice de Nice. Lorsque s'ouvre le nouveau procès du berger tueur, la police est sur les dents. Reculez, monsieur. Cette fois, Michel Lambin fait la une de la presse. Extrait de sa prison, âgé aujourd'hui de 68 ans, il est souffrant. Un fauteuil médicalisé est installé dans le box. À la barre, son ancienne compagne, Nicole Rossi, sera le principal témoin à charge. C'est elle qui a révélé la double vie du soi-disant tranquille berger de Cossol. Déjà témoigné, madame. Vous êtes revenu pour les questions, c'est ça? C'est ça. Devant les jurés, Michel Lambin et Émile Fornassari contestent toute implication dans l'assassinat. Pourtant, ils vont être condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité avec 22 ans de sûreté. Les 2 hommes font appel du verdict. L'affaire sera donc rejugée. Quant aux autres cold cases, ils sont pour la plupart trop anciens, donc prescrits. Alors, une question reste en suspens. Michel Lambin est-il un tueur en série? On a une série d'homicides, donc là on peut appeler ça un tueur en série, même si à chaque fois le mode opératoire est différent, même si à chaque fois la motivation est différente, on a quand même une série dans les années 80 et une série dans les années 2000, donc on peut, entre guillemets, justifier d'un tueur en série. Sur la Côte d'Azur, après 25 ans d'un silence que d'aucuns jugent complice, Nicole Rossi a-t-elle soulagé sa conscience? Ou bien sa confession tardive est-elle un poids supplémentaire? C'est vrai que d'un côté c'est jouissif, parce qu'il a été reconnu tueur en série. Mais d'un autre côté, ça ne changera pas mon état d'esprit et puis ce que je ressens. Je vis toujours dans la peur. Je crois que ça ne me quittera jamais. C'est trop lourd. On ne peut pas juste donner un coup de balai devant sa porte et puis dire que ça y est, c'est fini. Sur les collines de Cossol, la bergerie du Bayou n'a peut-être pas encore livré tous ses secrets.